Rebonjour à tous. Donc nous allons traiter maintenant le cours sur la modélisation des actions mécaniques. Donc nous allons le faire en deux étapes, en deux séquences vidéo, hein. Une première séquence vidéo donc sur une petite présentation des actions mécaniques, puis des rappels mathématiques, et ensuite on fera une deuxième vidéo sur la notion donc, de force, action mécanique de contact et action mécanique de distance. Alors la modélisation des mécaniques, on va retrouver donc notre chaîne d'énergie, et plus particulièrement ici on est dans donc, l'action. Alors, définition du mot mécanique par le petit Larousse. Je vous laisse lire donc cette définition. Je reviendrai dessus juste après. Vous pouvez mettre sur pause le temps de lire. Voilà qui est fait. Alors, on va juste insister sur les notions donc, de la définition, plus particulièrement sur la statique, la cinématique et la dynamique, qui sont les grands domaines de la mécanique générale. La statique, c'est l'étude des pièces en équilibre ou à vitesse constante, l'étude des actions mécaniques sur ces pièces. La cinématique, c'est l'étude des pièces en mouvement, cinéma de racine grecque qui est le mouvement. Et la dynamique qui va relier donc la statique et la cinématique, c'est l'étude donc des pièces. Alors c'est l'étude sur ces pièces, donc ces actions mécaniques et des mouvements, position, vitesse et accélération. Voilà. Ensuite, donc nous passons à la présentation. Donc pour résoudre les problèmes de mécanique, nous avons besoin d'étudier un grand nombre de données. Et le plus souvent, ces données sont représentées par des vecteurs. On va prendre deux petits exemples ci-dessous. On retrouve une voiture à l'arrêt, donc à l'équilibre, qui est en contact sur le sol. On va retrouver ici, de façon générale, sur toutes les voitures, le vecteur poids, que vous connaissez bien. Et on va retrouver une réaction sur les roues avant due au vecteur poids, qui est ici, et une réaction sur les roues arrière due au vecteur poids. Alors ici, les deux actions ne sont pas identiques. Pourquoi on le voit bien? Parce que le centre de gravité n'est pas au centre de la voiture. Ensuite, on a un petit exemple sur le Concorde, en phase de décollage, où on va retrouver le vecteur poussé, qui va permettre au Concorde de décoller. On a un vecteur ici, une action mécanique, plus particulièrement, qui représente donc la résistance de pénétration dans l'air, et deux actions mécaniques au niveau de l'essieu avant et de l'essieu arrière du Concorde, qui va représenter donc la réaction du poids, qui est ici, et ces deux actions mécaniques sont légèrement inclinées vers l'arrière. On va créer donc un effort de résistance à l'avancement, et c'est ce que ça représente. Donc on vous dit, afin de résoudre un problème de mécanique, nous allons faire un petit rappel sur les vecteurs et sur les différentes opérations mathématiques qui sont associées à ces vecteurs. Alors, petit rappel sur le vecteur. Sur les vecteurs, c'est des choses que vous avez déjà abordées en mathématiques. Donc, un vecteur est défini par sa direction, qui est la droite d'action du vecteur, son origine, le point A qui est ici, son sens, évidemment, et sa norme ou intensité, représentée donc norme de AB, avec une double barre de chaque côté, qui est égale en fait à la distance du vecteur AB. Donc ici on nomme sa norme, son intensité, vous pouvez rajouter d'ailleurs, ou tout simplement, ou module. Pardon. Donc rajoutez-le sur le cours, on retrouve ce nom-là qui représente donc la norme du vecteur. Ensuite, on va passer aux coordonnées. Donc soit un vecteur V de composante Vx, Vy, Vz dans un repère OXY, Z, donc le repère orthonomé que vous voyez ci-dessous. On a représenté un vecteur V qui est ici. Ce vecteur V a pour composante Vx, Vz sur l'axe Z évidemment et Vy sur l'axe Y. Donc un vecteur est constitué donc de trois composantes, à condition évidemment que ce vecteur soit dans un repère orthonormé en trois dimensions, donc x, y, z, et on peut écrire ce vecteur sous plusieurs formes. Ici on va l'écrire sous deux formes, qu'on retrouve régulièrement, c'est-à-dire que le vecteur V peut s'écrire sous forme donc, de colonne, c'est-à-dire composante Vx, composante Vy et composante Vz. On peut l'écrire aussi sous cette forme linéaire, c'est-à-dire que on va écrire que la composante Vx est portée par le vecteur x, plus la composante Vy qui est portée par l'axe y, et plus la composante Vz qui est portée par l'axe z. Voilà les deux notations du vecteur, soit notation sous forme de colonne, soit notation sous forme de ligne. Quand on note évidemment sous forme linéaire, il faut rappeler évidemment que
chaque composante, évidemment, pour une composante, elle est portée par quel axe. Ensuite, la norme. Alors, c'est des rappels, hein, c'est des choses que vous avez vues. La norme d'un vecteur s'écrit racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré. Je rappelle quand même que la norme du vecteur est un scalaire, c'est-à-dire c'est un nombre, hein, tout simplement, un nombre qui n'est plus un vecteur. Attention à bien dissocier le scalaire du vecteur, où sur le vecteur on retrouve bien nos trois composantes, à condition que le vecteur évidemment soit en 3 dimensions, et pour la norme, on va récupérer un nombre qui représente la dimension du vecteur. On continue sur les rappels. Donc calcul à partir des coordonnées de points, soit A et B de points tels que A. Alors ici on a les coordonnées du point, xa, ya, za, pardon, et b, yb, xb, yb, zb. Alors on peut écrire que le vecteur AB est égal à xb moins xa, yb moins ya, zb moins za. Ce sont des rappels de maths, hein, je passe assez rapidement. Hein. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous vous mettez sur pause pour vous rappeler ça correctement et pour réapprendre surtout ces notions mathématiques de base. Rappel sur la relation de Chasles. Ici on a AB qui était plus BC qui est égal à AC. Un nouveau petit rappel, hein, d'accord, hein, le lien est ici entre le B, hein, AB plus BC est égal à AC. On rappelle aussi que AB est égal à moins BA. Hein, important à retenir, hein, relation de Chasles et inversion du vecteur, AB est égal à moins BA. 1.5, projection d'un vecteur dans le plan. Donc ici on va voir un petit peu comment on peut faire pour projeter ce vecteur V sur les axes x, y, z et calculer ses composantes donc à partir de la norme du vecteur V. Donc on va essayer de développer tout ça. Avant ça, on va essayer on va surtout faire un petit rappel. Mathématique. Voilà. Donc là, on va effacer ça, j'avais prévu. Alors on va se mettre dans un triangle rectangle. On va rappeler évidemment les côtés du triangle rectangle. Ici, on est donc sur l'hypoténuse. Ici, on est sur le côté adjacent, je vous rappelle. Et là, on est sur le côté opposé. Avec un angle qui est défini ici, on va appeler l'angle alpha. Ça pourrait être bêta, θ, peu importe le nom de l'angle. Je vous rappelle que le côté adjacent sur l'hypoténuse est égal au cosinus alpha, que le côté opposé sur l'hypoténuse est égal au sinus alpha, et enfin le côté opposé sur le côté adjacent est égal à lui, à la tangente de l'angle alpha. Voilà, donc ce sont des notions mathématiques que vous avez déjà vues, hein, c'est la trigonométrie. Il faut absolument réapprendre ces règles, hein, pour pouvoir calculer cosinus et sinus et tangentes. On va s'en servir fréquemment, tout le long de cette année et l'année prochaine aussi, hein, très très régulièrement. C'est des notions à connaître par cœur. Donc adjacent sur hypoténuse, le cosinus, hein, qui est ici. Ensuite opposé sur hypoténuse, le sinus de l'angle alpha. Et enfin pour finir, opposé sur adjacent, qui représente la tangente. Voilà, je reviens sur mon cours. Et donc on va essayer d'écrire les composantes des vecteurs en utilisant ces règles de trigonométrie. Alors pour ceux qui auraient encore quelques soucis sur ces règles de trigonométrie, hein, passez un peu de temps sur ce que je viens de vous présenter, et essayez de refaire simplement en recalculant le cosinus, le sinus et la tangente. Alors on va écrire ce vecteur. Pour écrire ce vecteur, donc plus particulièrement les composantes de ce vecteur, on va commencer par exemple par la composante Vy, et on va se placer dans le triangle qui est ici, que tout le monde voit, où l'hypoténuse représente la norme de V, le côté adjacent Vy, et ici on a l'angle θ. Donc si je veux calculer la composante Vy, je vais écrire que Vy est égal à la norme de V multiplié par le cosinus θ. Alors si je reprends ce triangle ici, donc j'ai bien Vy sur norme de V qui est égal au cosinus θ. Donc Vy est bien égal à norme de V, produit en croix, à norme de V fois cos θ. Voilà pour la composante Vy.
Si je prends la composante Vz qui est ici, à nouveau on va se replacer toujours dans le même rectangle. Vz qui est ici, la dimension qui est ici, on va la retrouver de la même façon dans le même triangle, ici. Donc c'est-à-dire que le côté opposé pour moi sera Vz. Alors si je veux calculer la composante Vz, on va procéder exactement de la même manière, c'est-à-dire que Vz, côté opposé sur norme de V hypoténuse, est égal au sinus de θ. Donc on peut l'écrire tout de suite. Vz est égal à norme de V multiplié par le sinus θ. Voilà. Ensuite, je suis obligé de changer de plan. Ici, j'étais dans le plan YZ, d'accord, pour pouvoir calculer ces deux composantes. Je vais changer de plan pour pouvoir calculer la composante Vx. Donc, je vais me retrouver dans le plan XY et je vais définir un nouvel angle que je vais appeler alpha. D'accord, c'est plus tout à fait le même angle que θ. Hein. Si vous reprenez évidemment la figure qu'on avait juste au-dessus, c'est-à-dire cette figure-ci, hein, on n'est plus dans le même plan. Pour calculer Vx, hein, j'ai besoin de me placer dans le plan XZ, d'accord, et j'ai défini un angle alpha qui est ici, d'accord. Allez, on revient à nos calculs. Donc, je veux calculer la composante Vx en fonction de la norme de V. Donc, pour ce faire, je vais me placer dans ce rectangle, à nouveau triangle rectangle, excusez-moi, hein, avec Vx qu'on va retrouver ici, mais qu'on va retrouver aussi ici, bien entendu, côté opposé, avec V qui est l'hypoténuse. Donc ici, si je veux écrire Vx sur norme de V, côté opposé sur hypoténuse, ça me donne le sinus alpha. Donc Vx, la composante Vx est égale à quoi? À la norme de V multiplié par le sinus alpha. Voilà, je viens de définir entièrement mon vecteur V avec les différentes composantes, la composante suivant X, la composante suivant Y, la composante suivant Z, en fonction de la norme de V. Important, pourquoi? Parce qu'on le verra dans les exercices qu'on fera donc en cours au lycée. Très souvent, on connaît donc la dimension du vecteur, mais on ne connaît pas sa composante. Et donc, en fonction de l'angle et de la connaissance de la grandeur du vecteur, on est capable de déterminer ses composantes. Donc, il faut absolument bien retenir ça et maîtriser les règles trigonométriques de cosinus, sinus et tangente. Voilà, on passe aux opérations sur les vecteurs. Donc ici, quelques opérations très simples. Alors, la somme. Soit A, B, C, trois vecteurs libres. Les lignes d'action de ces vecteurs ne sont pas forcément dans le même plan. Par définition, la somme de ces trois vecteurs est le vecteur, alors très important, à noter, à surligner autant que vous voulez, est appelé le vecteur R, qui est qu'on appelle le vecteur résultant. Vecteur résultant. Et on écrit que R est égal, le vecteur résultant est égal à A plus B, plus le vecteur B, plus le vecteur C. Tout ça en vecteur. C'est-à-dire quand on a une somme de vecteurs, cette somme de vecteurs est égale à un vecteur, qu'on appelle donc le vecteur résultant. Alors si on regarde un petit peu ce qui se passe sur la figure, on a bien A plus B toujours dans le même sens, plus C toujours dans le même sens, et ici on voit que le vecteur R part donc du point d'application de A vers l'extrémité de C. Voilà pour le vecteur résultant. Vecteur résultant, rappelez-vous, vecteur résultant, c'est quoi? C'est la somme de vecteurs, à savoir par cœur. Le vecteur nul, très simple. Ici, on va reprendre exactement le même exemple que précédemment, c'est-à-dire pour la somme de vecteurs, sauf que je vais reprendre ma somme et je vais tout simplement inverser donc le sens du vecteur R. Si j'inverse le sens du vecteur R, le vecteur devient moins R. J'ai bien A plus B plus C moins R qui est égal à quoi au vecteur nul? Ici, on voit bien que la somme des vecteurs, c'est-à-dire moins R, je pars du point d'application de A et je reviens à son point d'application. Ici, au point A, au point d'application, le vecteur est nul. On a bien donc une somme de vecteurs qui est égale au vecteur nul. Voici la définition du vecteur nul. 2. Le produit scalaire. Donc, premier opérateur sur les vecteurs, quel produit scalaire? Donc, on va voir un petit peu à quoi sert le produit scalaire. On va définir, donc on va poser sa définition. On va avoir deux méthodes en tout cas pour le calculer.
Voilà, c'est un outil qu'on va pas beaucoup utiliser, qu'on regarde un petit peu aujourd'hui, mais qu'on utilisera très peu dans les exercices. Alors la formule du produit scalaire, c'est 2 vecteurs, un produit scalaire de 2 vecteurs, donc on va changer un peu. Donc le vecteur V1 scalaire V2. Voilà, le produit scalaire est défini par un point important, est égal à quoi? À la norme de V1 multiplié par la norme de V2 multiplié par le cos de l'angle entre V1 et V2. On définit l'angle avec donc une espèce d'accent circonflexe entre les parenthèses V1 et V2. On va noter aussi que bêta est égal donc à l'angle V1, V2 entre donc les deux vecteurs. Donc on vous dit que le produit scalaire de deux vecteurs est un scalaire important, ça donne bien un nombre scalaire. Et si bêta, donc l'angle entre les deux vecteurs V1 et V2 est égal à K sur 2, où K est un nombre impair, alors le produit scalaire est nul. Pourquoi? Étant donné qu'on est sur un cosinus, on sait que le cosinus sur le cercle trigonométrique, vous avez dû le voir ça en seconde, cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Du coup, le produit scalaire devient nul. Ça, c'est la première méthode pour calculer, on l'utilisera très peu. Alors, peut-être, on va tout de suite aller voir l'utilité de ce produit scalaire. Vous l'avez fait en maths et vous l'avez utilisé. Alors, le produit scalaire, il sert à quoi? Il sert à démontrer par calcul qu'un repère orthonomé est orthogonal ou pas. Il sert aussi à déterminer un angle géométrique avec le calcul de son cosinus dès que lors on sait calculer le produit scalaire dans un repère. On peut faire une petite démonstration peut-être pour l'utilité de ce produit scalaire. Je vais retourner sur mon tableau blanc. On va effacer ce qu'on avait fait tout à l'heure. Si je pose donc un repère x, y, et que je vais définir le repère unitaire i. C'est-à-dire repère unitaire, c'est-à-dire que la norme de i est égale à 1. Je vais poser un vecteur. Alors, on va juste déplacer ça. Je vais poser un vecteur, donc on va le mettre ici. Le vecteur, on va l'appeler V. Le vecteur V est incliné d'un angle alpha entre l'axe des x. Et on va voir tout de suite que on va appliquer le produit scalaire entre V et I. Donc on va calculer le produit scalaire de V et de I. On va voir justement que ce produit scalaire permet de calculer la projection de V sur X. Allons-y, faisons le produit scalaire donc de V par I, le vecteur unitaire, qui est égal, donc on l'a vu, norme de V fois norme de I, tout ça en vecteur, donc ce sont des normes de vecteurs, multiplié, donc on l'a vu, par cos alpha. Or, norme de I, on sait que c'est égal à 1, et donc on va retrouver quoi? Que ce produit vectoriel est égal à norme de V multiplié par le cos alpha. Et cette relation, on l'a vu tout à l'heure, elle est égale à Vx. Donc on retrouve bien, en effet, que l'utilisation du produit scalaire ici est d'un outil de projection de V sur X ici, et on retrouve bien la composante Vx qui est égale à la norme de V fois cos alpha. Voilà l'utilité, un exemple d'utilisation du produit scalaire. Je reviens sur le cours. Alors on va voir ensuite la deuxième méthode pour calculer ce produit scalaire, qui passe donc une méthode qui utilise les vecteurs en colonne. Alors, V1 scalaire V2 me donne, toujours avec le point, me donne quoi? X1 fois X2 plus Y1 fois Y2 plus Z1 fois Z2. Voilà. Donc ici on a bien une somme de produits, donc des composantes, la multiplication des composantes, donc c'est bien égal à un scalaire. On va faire le petit exemple tout de suite d'application en dessous, du produit scalaire de ces deux vecteurs, de V1 V2. Alors V1 scalaire V2 est égal à 3 fois 0 plus 5 fois 1 plus 6 fois 2. 3 fois 0, 0, 5 fois 1, 1, 6 fois 2, 12, 5 plus 12 est égal à 17. On est bien sur un nombre, un scalaire. Voilà pour le produit scalaire. Alors,
la première formule n'est pas à retenir par cœur. Pourquoi? Parce qu'on l'utilisera certainement pas. Par contre, la deuxième formule qui consiste à calculer le produit scalaire avec les deux vecteurs colonnes est à connaître. Et il se peut qu'on soit amené à l'utiliser dans les exercices. Voilà pour le produit scalaire. Alors, deuxième outil, opérateur en tout cas mathématique sur les vecteurs, qui est le produit vectoriel. Donc comme son nom l'indique, contrairement au produit scalaire, le produit vectoriel va me donner un vecteur. Donc attention à la notation du produit vectoriel, F1 vectoriel, je dis bien vectoriel F2. Important, cette notation du produit vectoriel, qui est celle-ci. F1 vectoriel F2. Donc on vient de le dire, F1 vectoriel F2 me donne un vecteur W ici, vecteur W. Comment est défini ce vecteur W? Alors, il va falloir connaître ces définitions par cœur, il est très très important de les connaître. Pour la suite du cours, on verra, on va utiliser ce produit vectoriel très fréquemment. Vous allez l'utiliser aussi en poursuite d'études. C'est un outil, un opérateur mathématique sur les vecteurs qui est fortement utilisé, aussi bien en mécanique qu'en physique, qu'en électromagnétisme d'ailleurs, etc. etc. Donc ce vecteur W est défini comment? Il est défini par sa direction qui est perpendiculaire au plan formé par F1 et F2. Alors, on va regarder un petit peu le schéma qui se situe ici. On a un repère orthonormé constitué toujours de trois axes X, Y, Z, sur lequel j'ai dessiné F1, le premier vecteur, et F2, le deuxième vecteur qui est ici. F1 est porté par X et F2 est porté par Y. L'angle entre les deux vecteurs est θ. Ici, on est sur un repère orthonormé. On va considérer que cet angle est égal, par exemple, à 90 degrés. Alors, on nous dit que W est défini par la direction perpendiculaire au plan formé par F1 et F2. F1 et F2 appartiennent au plan XY, donc la direction de W sera forcément Z. Et à chaque fois qu'on aura un exercice dans le plan XY, et si on fait un produit vectoriel de deux vecteurs dans ce plan, forcément, le vecteur résultant donc, du produit vectoriel sera toujours porté par Z. C'est la définition du produit vectoriel à connaître par cœur. Le sens tel que le trièdre soit direct, c'est-à-dire qu'on passe toujours d'un positif, donc de x à y, et de y à z, c'est ce qu'on appelle le fameux trièdre direct. C'est le sens donc du vecteur, ici donc vers le haut, sens du vecteur W. Sa norme, définition de la norme, donc la norme de W est égale à la norme de V1 fois norme de V2, sinus de l'angle. Donc même formule que pour le produit scalaire, sauf évidemment, on est sur le sinus. Alors c'est pas cette relation qu'on va retenir, d'ailleurs je ne vous demanderai pas de la prendre, celle-ci pour le coup. C'est plutôt cette solution. Alors pourquoi cette solution, vous allez me dire, qui a l'air très compliqué, c'est que tout simplement, comme je vous l'ai dit précédemment, on utilise les composantes des vecteurs colonnes, les vecteurs écrits en colonnes, et donc on a besoin de calculer ce produit vectoriel avec les composantes des vecteurs. Alors évidemment, on ne va pas apprendre ça par cœur, on va essayer de le retrouver ensemble. Pourquoi? Parce que c'est pas simple déjà. Et on va établir une petite méthode ensemble pour pouvoir le trouver. Alors, on va effectuer un produit en croix avec un signe. Donc on va écrire notre produit vectoriel V1, V2, et on va écrire nos deux vecteurs en colonne avec les trois composantes. X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 avec le produit vectoriel que vous voyez au milieu. Et on va commencer par la deuxième ligne et on va faire une boucle entre la deuxième ligne, première colonne, troisième ligne, deuxième colonne, et on va boucler vers Y2. Et on va mettre un signe moins dans cette boucle. Et on va écrire le produit vectoriel, donc on va commencer donc par Y1, Y1 fois Z2, moins Z1 fois Y2, et on va récupérer donc la première composante de la solution de V1 vectoriel V2. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va chercher la première ligne qu'on n'a pas utilisée et on va la baisser. On va la mettre sous donc les deux vecteurs colonnes. Et on va recommencer, on va faire à nouveau une boucle, tout simplement en partant de Z1 avec un signe moins à l'intérieur. Et donc ma deuxième composante, ma deuxième composante de W du produit vectoriel sera Z1 fois X2 moins X1 fois Z2. On va bien vérifier, c'est bien ce qu'on retrouve ici dans le résultat que je vous avais donné précédemment. On continue, toujours sur la même méthode. On va prendre la deuxième ligne qu'on va abaisser, Y1
y2, et à nouveau, je vais faire une boucle avec le signe moins à l'intérieur, et on va écrire donc la dernière composante suivant z, qui serait égale à x1 fois y2 moins y1 fois x2. Et j'ai bien donc les trois composantes du vecteur W, qui est le produit vectoriel de V1 par V2. Voilà un petit peu la méthode qu'il faut retenir, donc vous la prenez proprement avec les trois boucles, et donc le résultat, c'est cette méthode-là qu'il faudra retenir pour calculer le produit vectoriel. Alors au début ça va être un petit peu lourd, mais vous allez voir qu'on va l'utiliser assez fréquemment et que l'année prochaine vous l'aurez retenu largement par cœur. On fait tout de suite des petits exercices d'application, on respecte la notation qu'on vient de voir, bien entendu, donc V1 vectoriel V2 est égal à, on y va, 6 moins 2, 3, vectoriel 2, 1, 3, qui me donne égal, on y va, donc le premier calcul qui est moins 2 fois 3, moins 3 fois 1, je vous laisserai faire le calcul, calculer le résultat. Ensuite j'ai quoi? Donc j'ai 3 fois 2 moins 6 fois 3. Et enfin j'ai 6 fois 1. Alors attention, moins par moins, donc plus 2 fois 2. Voilà pour la première, le premier exemple. Vous faites le deuxième exemple en respectant évidemment ce qu'on vient de voir juste avant. C'est pas... Hop, on va pas tout mélanger. Je sais plus où est-ce que j'étais là. En respectant donc évidemment ce qu'on vient de voir ici. Je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ça doit marcher. Ensuite, dernière chose sur le produit vectoriel, et puis on s'arrêtera là pour cette petite vidéo sur les opérateurs donc vectoriels. Le produit vectoriel n'est pas, n'est pas commutatif. C'est-à-dire, je m'explique, on sait que C qui est égal à A vectoriel B, le vecteur C est perpendiculaire au plan formé par A par B, donc ici j'ai A et B qui forment donc un plan qui est ici. Je sais que par définition C est perpendiculaire à ce plan, bien entendu, et est dirigé tel que le triaxe soit direct. C'est-à-dire que si je prends ici x, y, j'ai bien x vers y vers z, donc le sens de C est vers le haut. Pas de problème. Maintenant, si j'inverse les termes A et B, et bien si j'inverse les termes A et B, c'est-à-dire B vectoriel A, je n'obtiens plus C, mais moins C. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? Tout simplement que le produit vectoriel n'est pas commutatif, c'est-à-dire que A vectoriel B est égal à moins B vectoriel A. Très important. Donc vous écrivez ici que le produit vectoriel n'est pas commutatif. Voilà. Voilà donc pour cette première partie du cours, qui était basée surtout sur des rappels mathématiques, sauf pour le produit vectoriel, que vous n'avez pas vu en mathématiques, ce n'est plus au programme, il me semble. Voilà, donc révisez bien toutes ces notions, si vous les avez oubliées, reprenez. L'important étant de surtout remettre à jour sur la trigonométrie, cosinus, sinus, tangente. Bon, pour le reste, je pense que tout est assimilé. Pour le produit scalaire, je vous l'ai dit, apprenez surtout la formule qui va permettre donc de calculer le produit scalaire à partir donc des deux vecteurs écrits en colonne. Le produit, pour le coup, le produit vectoriel, lui, est à connaître, très important. Connaître la définition, donc que c'est bien perpendiculaire au plan formé, que son sens est tel que le triaxe soit direct. Apprenez bien entendu son calcul, c'est fondamental. Vous pouvez d'ores et déjà donc aller essayer de refaire quelques petits exercices. C'est-à-dire, par exemple, je vous présente les exercices. Vous pouvez commencer tout de suite, même si on va les reprendre en cours. Vous pouvez commencer par faire l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 3, par exemple. 3 et 6, par exemple, pour vous entraîner donc, à faire de la projection de vecteurs. Voilà. Je vous dis à tout de suite donc, pour la suite de la vidéo. Et on continue donc sur la modélisation des actions mécaniques.